On croit souvent qu'une perle naît d'un grain de sable, mais la vérité est bien différente. Yaorana, moi c'est Camille, et aujourd'hui on perce ensemble le secret de la perle de Tahiti. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Elodie et Bruno, les propriétaires du Manihi Miki Lodge. Leur pension, posée au bord du lagon, est un vrai petit coin de paradis. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le Manihi Miki Lodge. C'est donc grâce à Elodie et Bruno que j'ai pu rencontrer Angèle et qui nous ouvre aujourd'hui les portes du métier de griffeuse. Bonjour, bienvenue à la femme perlière au Manihi. Je vais vous expliquer un peu le déroulement pour avoir une femme perlière. Mais tout d'abord, nous allons voir comment se reproduit une huître. L'huître perlière, appelée Pinctada margaritifera, est en fait un hermaphrodite séquentiel. En gros, jeune, elle est mâle, en grandissant, elle devient femelle. C'est là où la poche nous intéresse, où elle a ses éléments reproducteurs. Blanc si c'est un mâle, orange si c'est une femelle. La reproduction est externe. Les gamètes, spermatozoïdes et ovules sont libérés dans l'eau. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. La fécondation est donc rare, car les poissons dévorent et les courants dispersent. Alors pour compenser, une femelle libère de 10 à 20 millions d'œufs en un seul coup. Lors d'une connexion entre les ovules et les spermatozoïdes, les larves ont jusqu'à 20 jours pour trouver un endroit où se cacher. Un rocher, un corail, une carapace de tortue ou parfois un collecteur déposé par l'homme. Ça, c'est le byssus. C'est avec ça qu'elle s'accroche sur un corail. Avant, on utilisait des branches de Miki Miki, du bois dense trouvé sur les motus. Aujourd'hui, ce sont des guirlandes plastiques suspendues à des cordes de 50 à 100 mètres. Il faut savoir que les bébés nacres, ils adorent se cacher à l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'on fait du captage de nacre. Après ces bébés nacres capturés, on attend entre 3 et 6 mois pour les retirer. C'est là que commencent les grandes étapes, celles qui rythment toute la vie de l'huître, et que l'on répétera tous les 3 mois. D'abord le détrocage. On décroche les huîtres des collecteurs, on les nettoie, on les trie pour ne garder que les vigoureuses. Puis la mise en chapelet. Chaque huître est percée, enfilée sur une corde, protégée dans un grillage et suspendue au lagon, bercée par le courant et nourrie de plancton. Chaque huître filtre jusqu'à 20 litres d'eau par heure, et si elle est trop encrassée, elle s'étouffe. Mais un captage local ne suffit pas toujours. La plupart des huîtres destinées à la greffe sont achetées à Takapoto, l'atoll spécialiste. L'aller-retour se fait dans la journée, car une huître sortie trop longtemps de l'eau, c'est une huître perdue. Et comme tout être vivant, la nacre évolue. À 3 ou 4 mois, minuscule, à 8 ou 9 mois plus robuste, à 1 an et demi déjà plus solide, à 2 ans greffable, et à 3 ans vient l'heure de la récolte. Chaque étape est un pas de plus vers la naissance d'une perle de Tahiti. Pour une première greffe, il est obligatoire d'avoir un greffon et un nucléus. On a besoin de tuer une nacre pour pouvoir avoir le manteau, qui est cette partie qui fabrique la coquille. C'est cette partie-là, c'est ça le manteau en fait. On va la découper et on va faire des longues bandes et de là va être découpé une trentaine de petits carrés. En gros, le greffon, il mesure 2 mm sur 2 mm. C'est un peu comme une mère porteuse. La coquille accueille la perle, mais la couleur vient du greffon. Si le manteau provient d'une huître au reflet bleu, la perle sera bleutée. S'il vient d'une huître albinos, la perle sera blanche. Le nucléus, c'est un coquillage qui nous vient du Mississippi, qui est taillé et rendu comme ça en billes. Et pourquoi elle a cet aspect jaune? C'est parce que les gens ont mis de la bétadine marine afin de pouvoir aider à la cicatrisation. Vous voyez ici la différence entre un nucléus pour une première greffe et un nucléus pour une seconde greffe. Monsieur Caléo, il va nous préouvrir les nacres avec une cale. Comme c'est assez dangereux, le greffeur n'a plus à le faire. En gros, voilà à quoi ressemble une table de greffe. On est de saisie. Chacun a son matériel. Alors la pince est une pince qui écarte la nacre et en même temps qui peut être introduite pour l'ouvrir. On a une spatule, c'est avec ça qu'on dégage la poche parce que bien souvent on est dérangé par le filtre qu'elle utilise pour filtrer son plancton. C'est ce qu'on utilise aussi. Elle a un effet miroir, c'est pour pouvoir regarder les couleurs des coquilles. Ensuite, nous avons le couteau qu'on appelle comme un faucille, quoi. C'est avec ça qu'on fait l'incision de la poche pour extraire la perle. L'atelier de greffe est simple mais précis. Alimentation solaire, grande fenêtre de lumière, mais surtout le silence, car chaque geste est chirurgical. Si la perle est belle et que l'animal est encore bien vivace, pas de maladie, elle n'est pas faible, on
la re-surgreffe. Il arrive que Madame Lanac n'a pas aimé ton nucléus ou ta greffe, elle va te rejeter ton nucléus, mais très rarement elle rejette le greffon. Et c'est ce qui se transforme en keshi. Une fois que la perle est sortie de l'huître, l'histoire n'est pas finie, loin de là. La coquille devient de la nacre. Ici sont stockées toutes les coquilles de nacre, c'est-à-dire que quand on fait une récolte, on tue les nacres si elles ne sont plus bonnes à faire une surgreffe. Et du coup, on stocke les coquilles de nacre et on les vend au poids. Elle est récupérée, triée, puis vendue à des artisans. Et cette nacre, elle ne sert pas juste à faire de jolis souvenirs. Elle devient de vrais bijoux, des pièces d'art, des objets précieux. Même quand elle est trop abîmée, elle garde une valeur. Elle peut être utilisée en remblai ou simplement revendue telle qu'elle. Et dans l'huître, il n'y a pas que la perle, il y a aussi le korori, c'est le muscle de l'huître. L'huître perlière ne se mange pas entièrement, mais ce muscle-là, oui. Cru, en carpaccio, en sashimi, ou cuit, en gratin, en beignet, en farce, au lait de coco. Donc non, on ne mange pas l'huître perlière entière, mais son cœur, lui, se déguste. Et au-delà d'utiliser l'huître dans son intégralité, la perliculture suit aussi des règles éco-responsables très strictes. Les fermiers doivent respecter une charte précise, protéger le lagon, limiter leur impact et surtout ramener sur terre tout ce qu'ils ont emporté en mer. Plastique, cordage, matériel, rien ne doit rester dans l'eau. C'est une manière d'assurer que la perle continue d'exister sans jamais abîmer le milieu qui l'a fait naître. Moi, je suis une fille des Gambiers. Ma maman, elle est des Gambiers. Mon papa, c'est un Français. Et il s'est lancé dans l'aventure, c'était vraiment les débuts de la perliculture. Et le métier, c'était vraiment réservé, c'était assez très secret, on ne montrait pas, c'était caché. C'était pas tout le monde qui le faisait en fait. Et mon papa, il a réussi à se faufiler dans ce métier, à s'initier dedans et il m'a transmis son savoir. Il m'a acheté mon matériel, chose qui n'était pas aussi facile parce que le matériel nous vient du Japon. Oui. C'est du matériel, on va dire, de qualité. C'est la marque Okada. Okay. Et c'est facilement 300 à 400 000 pour rien que les achats de matériel. Et les instruments que tu utilises? Voilà. Et déjà la pince, les taux de saisie, c'est-à-dire le porte-nacre, et les scalpels, le ciseau, etc. Il y a énormément de matériel. Et puis, tout ça, ça a été financé par mon petit papa, donc je n'ai pas eu à le faire. Vu que c'est ce que je voulais faire, il s'est... Et quand il est parti, il m'a donné en héritage tout son matériel et en même temps tout son savoir, quoi. Et jusqu'à maintenant, je vis de ça. J'ai terminé mes études. J'ai mon papa qui m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et je lui ai dit « Je veux faire ton métier. » Il était déjà greffeur. Il travaillait dans une ferme perlière ici à Magny, chez Boucher. Alors au début, c'était rigolo parce que je n'étais pas du tout assise sur une table pensant que j'allais apprendre à greffer. Il m'a fait nettoyer les nacres pendant une semaine avec le tablier. Donc des fois, je rentrais, j'étais toute pleine d'algues et tout. Après une semaine, il me faisait envoyer sur des lignes pour que je voie qu'il y a des plongeurs, que les nacres se trouvent à telle profondeur. Vraiment pour me baigner dedans, pour vraiment apprendre toutes les différentes étapes du travail et du métier. Ensuite, il me mettait un bocal, il fallait que je prenne nucléus par nucléus pour m'adapter au porte-nucléus, le mettre dans un autre bocal vide. Une fois que j'avais passé 1 heure à essayer de choper le truc, il arrive, et maintenant tu fais le contraire. Donc parce qu'il fallait que je travaille la minutie du métier. Et du coup, toutes ces étapes, j'ai dû les faire. J'apprenais à faire le greffon aussi, c'était pas évident parce que c'est un animal très visqueux et très difficile à maîtriser. Donc tout ça, ça s'apprend. Et des fois, j'avais ce sentiment de satisfaction. J'ai réussi à faire un joli greffon. Je lui montrais ma plaquette de greffon. Elle dit « Ouais, c'est joli, mais il y a ça, ça, ça. » Il jetait dans l'eau. Il me dit « Tu recommences, tu recommences. » Bon, après, au fil de l'apprentissage, j'ai commencé à choper des petits trucs, des petites astuces. Et qu'aujourd'hui, je partage aussi avec ceux que je rencontre en tant que greffeur. C'est tout un art et c'est un très, très beau métier. Il faut vraiment être passionné, il faut aimer ce métier pour pouvoir le faire. Et moi, j'ai eu cette chance déjà de vivre dans les îles. Pour moi, c'est déjà une bénédiction. Merci pour cette bénédiction. Et au milieu de ce voyage autour de la perle, il y a eu aussi le Manihi Miki Lodge. Là-bas, nous avons vécu un moment extraordinaire, un moment hors du temps. Élodie et Bruno sont des gens vrais, des gens inspirants sans le dire.
Le Manihi Miki Lodge est une pension de famille installée sur un motu à Manihi au cœur du lagon. La pension compte 6 lodges spacieux confortables, pensés pour accueillir les voyageurs dans un cadre intime, calme et préservé. Ici, tout a été construit à la force des bras par Elodie et Bruno eux-mêmes. Ils ont imaginé, bâti, aménagé chaque espace avec patience et détermination, loin de toute logique de tourisme de masse. Le séjour se fait en pension complète, avec une cuisine maison, simple et surtout généreuse. Ils élèvent leurs propres canards pour les œufs ainsi que des cochons pour la viande, ce qui donne encore plus de sens à ce qui est servi dans l'assiette. On profite du lagon directement depuis la plage, du snorkeling, du kayak, de la baignade, mais aussi d'une piscine, d'un espace pour se détendre, lire, bouger ou simplement ne rien faire. Le Manihi Miki Lodge, c'est un lieu hors du temps, où l'on se sent vite chez soi, porté par l'énergie simple et vraie de ceux qui l'ont fait naître. Depuis le début de ce voyage, je vous ai montré la création d'une perle. Les gestes, le temps qu'il faut, la patience. Une perle parfaite, ça ne se commande pas, ça se mérite. Et derrière chaque perle, il y a des gens, des mains, des familles, des personnes qui travaillent avec l'océan. Et aujourd'hui, avec Lago, on a choisi de faire vivre cette histoire à notre façon. On a ouvert une boutique éphémère à Bayeux, au 42 rue Saint-Malo. Un lieu simple où l'on présente nos créations, nos bijoux, notre univers. Vous pouvez venir découvrir les perles en vrai, les voir, les toucher, les ressentir et nous rencontrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous passez par Bayeux, n'hésitez pas à nous rendre visite au 42 rue Saint-Malo et à nous suivre sur les réseaux. À très bientôt! Dari, dari, ya,